Passons immédiatement au second sujet. Le second sujet des demi-finales sera « Il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, sinon nos pensées ». Plaide-le pour l'équipe Schnarr-Kwok, plaide-le contre M. Bullinge. L'équipe Schnarr-Kwok. David Kwok, étudiant en master d'histoire du droit, est un étudiant investi dans la vie de son université. Il organisa à 2 reprises pour les étudiants des visites au Conseil constitutionnel. Mademoiselle Schnarr est en 2e année de droit et aimerait se diriger dans le notariat. Elle aime la danse, les randonnées et ne peut vivre sans musique. Accueillons sans plus tarder l'équipe Schnarr-Kwok. Pensée sortie de mon esprit, servie pour toi, jury. Pensée affective pour l'Adélie, maîtresse de cérémonie. Pensée pour toi, public, égayé à l'idée de m'écouter. Pensée pour toi, contradicteur, qui est parti te cacher. Bonsoir à tous. Étudiantes, étudiants, vous qui connaissez si bien ces bancs d'université, vous y avez travaillé, vous y avez composé, vous y avez facebooké. Maintenant, c'est à moi de vous livrer mon plaidoyer. Commençons sans plus attendre par le sujet. Il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, sinon nos pensées. René Descartes est l'auteur de ce trait d'esprit. Oui, ce soir, je serai cartésienne et non sarcastique. Le mot pouvoir. Ce substantif peut être défini par un synonyme, celui de propriété de quelque chose. Il ne s'agit pas de puissance, mais de maîtrise, de capacité à exercer une emprise sur nos pensées. Concernant l'adverbe entièrement, nous devons le comprendre comme ceci, de manière absolue. Nous attachons de l'importance également au pronom indéfini, rien. Il s'agit ici de le comprendre comme le néant. Un autre terme ici, que nous devons pointer du doigt. Il s'agit du pronom possessif nôtre. Il mérite toute notre attention, car il nous aidera à comprendre la portée du sujet. Il ne s'agit pas de penser des hommes en général, il s'agit de prendre en considération les pensées personnelles de chacun de nous. S'agissant du terme « penser », il est à souligner qu'il est au pluriel et non au singulier. Le sujet nous impose donc de tenir compte de toutes les pensées et non d'une en particulier. Mais qu'est-ce que ce mot « penser » ? Prenons la plus évidente et légitime des définitions, celle de Descartes. Lui-même disait « Par le mot « penser », j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. C'est pourquoi, non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir est la même chose ici que penser. Le mot « sinon » ne doit pas être mis de côté. Cette conjonction annonce dans le contexte une exception, celle des pensées. Nous assimilerons, non pas par commodité, mais pour rester fidèles aux penseurs proches de Descartes, le mot « conscience » au mot « pensée ». Un autre s'ajoute à la longue liste. Qu'est-ce que la conscience ? Ne creusez pas vos méninges, je vais vous éclairer. Henri Bergson disait ceci. Mais qu'est-ce que la conscience ? Vous pensez bien que je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à l'expérience de chacun de nous ? Étrange, ce philosophe. Il nous dit qu'il ne nous définira pas le mot « penser », mais en réalité, il nous l'a défini. Tu veux nous embrouiller, Bergson ? Cela n'a pas marché. Cette prétérisation doit se comprendre selon cette idée. Nous faisons toujours l'expérience de notre conscience. La conscience est un objet d'expérience continue. C'est une puissance active, perpétuelle. Conscience vient du latin, cum scire, savoir avec soi-même, par soi-même. En somme, c'est savoir que l'on sait. Un sujet est un individu qui se sait lui-même. Comment comprendre le sujet à présent ? Ainsi donc, il nous faudra démontrer que nous avons une maîtrise entière de nos pensées malgré l'extériorité.
Cette constatation nous amène à organiser notre thèse en 2 parties. La pensée est le fondement de l'homme. Il est donc sa seule possession. Pour notre 2e partie, nous verrons que l'entière maîtrise de nos pensées est prouvée par la sélection des extériorités. La pensée est le seul pouvoir véritable de l'homme. Ce sera mon premier point. Il nous faut avant tout définir le cogito cartésien. La définition est donnée dans les Méditations métaphysiques de 1641. Ego cogito ergo sum, soit en français « moi je pense, donc je suis ». Descartes, avec sa philosophie, fait du sujet pensant, c'est-à-dire le cogito, un centre pour la connaissance, ne tenant rien pour vrai qu'il n'ait dû le concevoir clairement et indistinctement. Le sujet n'est attaché qu'à la seule pensée. Dieu est au centre de l'être. Tout en affirmant le mécanisme de la nature, il défend la liberté humaine. La conception de Machiavel dans Le Prince fixe les débuts de la pensée politique moderne et procède à une rupture avec celle de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Il s'agit de dégager les lois de l'action politique et de l'efficacité. Pour lui, la conquête et la conservation du pouvoir sont des questions essentielles. Il détient un pouvoir politique réel sur le peuple qui est illusoire par rapport au pouvoir sur les pensées. Le prince songe uniquement à conserver sa vie et son état. S'il est réussi, tous les moyens qu'il aura pris seront jugés raisonnables, ou encore, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé pour un prince. Le pouvoir sur le peuple, selon Descartes, est donc une illusion, puisque le seul pouvoir véritable est la pensée. Leibniz, philosophe allemand, fut aussi un maître de la raison, comme Descartes. La raison joue un rôle majeur. Pour lui, la réalité est constituée de substances spirituelles. Ce sont les monades, substances évoquant une réalité stable sous les changements apparents. Selon lui, Dieu produit continuellement par une pensée d'émanation comme nous produisons nos pensées. Vous l'aurez compris, la réalité est spirituelle et certaines monades sont conscientes. La pensée est notre seul trésor, notre différence. Ça sera l'objet de mon 2e point. La pensée est le bien le plus précieux de l'homme, c'est son trésor. C'est ce qui permet à sa conscience de se réaliser. Sartre met en avant cette capacité de se déterminer, de se choisir par nous-mêmes. Arthur Schopenhauer, dans son ouvrage « Aphorismes sur la sagesse de la vie », confirme notre argument. Il disait « L'essentiel pour le bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. » L'homme, par ses pensées, se différencie de l'animal et de la nature. Pascal écrivait à ce propos dans ses pensées « L'homme est un roseau pensant ». Il se différencie de la nature par l'existence même de la pensée. L'existentialisme sartrien le confirme. L'homme, par sa conscience, est capable de se choir, de se déterminer. Il est responsable de ses actions, il doit assumer ses pensées. Rousseau, dans Le Contrat social, déclare « La liberté, c'est l'obéissance à nos lois que l'on s'est prescrites. » De cette affirmation découle l'idée que l'animal n'est pas capable de se doter de règles pour vivre en société. C'est ce qui fonde la différence entre l'humain et la bête. C'est ce qui prouve que la pensée est bien la maîtrise de l'homme. Vous l'aurez compris, pour résumer, la pensée, c'est le fait de penser que nos pensées ne sont pas faites qu'en pensant, mais bien de penser à y repenser. Dit comme ça, c'est tout de suite plus clair. Cher jury, cher public, je suis maître de mes pensées. Ce soir, je veux vous démontrer, avec clarté et sincérité, la vraie valeur de mes idées. L'entière maîtrise de nos pensées est prouvée par la sélection des extériorités. Cette sélection des extériorités est expliquée par l'intentionnalité sartrienne de la conscience. L'entière maîtrise, la pleine maîtrise de nos pensées, ne relève absolument pas du refus des extériorités, du rejet de la réalité qu'est le monde extérieur. Soutenir le contraire serait affirmer une grossière erreur. Cela consisterait à nier l'évidence. Cela ne serait que folie. Cela serait contredire sans fondement la pensée de Feuerbach, lui qui disait à ce propos « Dans un palais, on pense autrement que dans une chaumière où le plafond bas semble exercer une pression sur le cerveau. » Vous le citerez sans nul doute, cher auteur, cher contradicteur caché, mais vous en oublierez toute la subtilité.
La pensée, cher jury, n'est absolument pas hermétique à l'environnement. Doit-on pour autant déduire que nos pensées ne sont pas libres? Eh bien non. Je m'explique. La maîtrise que nous exerçons sur nos pensées, malgré l'influence de l'environnement, relève de sa capacité à sélectionner les extériorités. C'est donc par choix libre que nous affinons nos pensées. Cette idée que j'essaie de vous développer est expliquée par la théorie de l'intentionnalité sartrienne de la conscience. L'intentionnalité, c'est l'ouverture de la conscience sur l'extérieur. Toutes les fois que je pense affirmer, j'affirme une extériorité. Toute intériorité aura été sélectionnée par ma conscience. Ma pensée l'aura librement choisie. J'ai le pouvoir sur la formation de ma pensée. Nous avons un exemple historique, Louis XVI, roi de France. La gestion politique lui échappait, les finances du palais, il dépensait, de son peuple, loin il en était. À quoi pensait réellement Louis XVI? Je vais vous le dire. Celui-ci préférait le métier d'orfèvre. Il était passionné par les serrures. Louis XVI connaissait bien les clés. Il mit cependant longtemps à trouver la serrure de sa femme et a vite perdu les clés du pouvoir. Un autre exemple, plus littéraire, vient corroborer notre idée. L'œuvre Bel-Ami de Maupassant, cet homme, Bel-Ami de son surnom, a fait l'expérience d'une fulgurante ascension sociale. Il est passé d'un monde d'hommes ordinaires au monde des hommes influents et renommés. Le monde des hommes simples n'a pas déterminé ses pensées, puisque ce sont les pensées qu'il avait sur un monde inconnu mais désiré qui l'a poussé à s'en extirper. Sartre résumerait parfaitement ma thèse, puisque c'est la sienne. Il partageait l'idée selon laquelle « je deviens ce que j'aime, ce à quoi je suis attentif ». Toute conscience dépend de son monde, à elle de le construire, de le choisir, de le changer, à elle de modeler ses pensées, à nous de maîtriser leur évolution. Il nous faut conclure. Je pense à ma plaidoirie avec philosophie, comme je pense à l'Adélie avec mélancolie. Je pense au public aussi, avec cérémonie, comme je pense à l'ennemi, avec parcimonie. Je pense donc je suis. Merci. Nous remercions l'équipe Schnarr-Kwok pour sa plaidoirie et accueillons sans plus tarder le contre. Le contre sera représenté par Monsieur Bullinge. Il est en première année de licence de droit, philosophie. Il souhaiterait embrasser une carrière d'avocat. Il aime le cinéma d'auteur, le jogging, et s'il avait été un animal, ça aurait été un aigle. Accueillons Monsieur Bullinge. Très honorable jury, cher public, enfin, chère Adélie, sans qui nous ne serions pas là ce soir, et mes éminents contradicteurs, tous les deux là-bas. Si nous sommes tous réunis ici ce soir, si nous avons à disserter ce soir, c'est de la faute de Descartes, qui nous dit dans ce sujet quelque chose qui n'est pas sans rappeler une autre des affirmations cartésiennes les plus frappantes, à savoir que nous prenons connaissance de la liberté de notre volonté par la simple expérience que nous en avons. C'est tout à fait vrai. Vous êtes actuellement dans un amphithéâtre. Il y a 2, 3, peut-être 400 personnes dans cet amphithéâtre. Et tout d'un coup, si vous désirez penser à un éléphant, à quoi pensez-vous? À un éléphant. Mais le contraire est tout aussi vrai. Essayez de ne pas penser à un éléphant. À quoi pensez-vous? À un éléphant. Paradoxe! Il est vrai que c'est plus fort que nous. Nous prenons donc connaissance de l'absence de liberté de notre volonté par la simple expérience que nous en avons. Mais la réfutation de l'assertion est d'une simplicité tellement enfantine qu'on se demande pourquoi est-ce que Descartes l'a écrite. Tâchons de voir pourquoi il en est ainsi. On vous a sûrement parlé longuement de Descartes, de ce qu'il a pu raconter sur le pouvoir, sur la morale de Descartes. Mais la citation qui nous intéresse, qui dit qu'il n'y ait rien
Il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, sinon notre pensée, est extraite d'un livre fondamental de Descartes, le discours de la méthode. Il s'agit d'un élément de la morale par provision de Descartes. Or, la morale par provision de Descartes n'est qu'une morale provisoire qui a pour objectif de permettre une vie tranquille pendant l'élaboration du doute méthodique qui doit, in fine, offrir une morale supérieure. Elle est simple à l'extrême, cette morale par provision, constituant en tout et pour tout de 3 maximes. Elle repose sur 2 fondements. D'une part, une caricature du stoïcisme. D'autre part, le bon sens ou la bêtise. Pourquoi est-il si facile à renverser, cette assertion cartésienne? Eh bien, pour une raison simple, parce que Descartes était un grand homme, un éminent physicien, un métaphysicien, hors pair, un immense philosophe, mais un tout petit moraliste. Plus précisément, il passe pour un tout petit moraliste, ce qu'il n'était pas. Mais il passe pour un tout petit moraliste car il n'a jamais publié de grande œuvre morale. Si vous voulez avoir un accès à la morale de Descartes, c'est bien plus compliqué que d'avoir un accès à sa métaphysique. Il faut pour cela s'intéresser à ses correspondances privées, par exemple à la princesse Élisabeth de Bohême, ou encore à Chanu, ambassadeur de France en Suède. Dans cette correspondance, il dit une chose qui est essentielle. Il renie totalement cette morale par provision dont est extraite notre citation. Il avoue ne l'avoir écrite que pour une seule et unique raison, la peur. Pour une peur terrible, celle de l'Inquisition, peur renforcée encore par l'exemple de Galilée, son contemporain. En disant qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, sinon notre pensée, Descartes ne philosophe pas. Il est en train de se protéger de l'Église. Je dois donc ce soir réfuter une thèse que son propre auteur, l'un des plus grands hommes de son temps, l'un des plus grands penseurs de l'histoire même, considère lui-même comme fausse. C'est quand même pas l'ascension de la Napourna en charentaise. Nous verrons donc dans un premier temps que notre pensée n'est jamais entièrement en notre pouvoir. Cependant, nous verrons dans un second temps que notre pouvoir sur les choses et sur nous-mêmes est toujours réel. Notre pensée n'est jamais entièrement en notre pouvoir. Le pouvoir désigne ce qui est en acte et ce qui est en puissance. Ainsi, dire que notre pensée est entièrement en notre pouvoir signifie que tout ce que nous pensons et tout ce que nous penserons ne dépend que de nous et seulement de nous. Mais dire cela ici, ça me semble au mieux présomptueux, au pire criminel. Nous sommes dans ce qui se veut être l'un des temples du savoir, ou essaye de l'être quand on voit les étudiants. À ce compte-là, en disant cela, tout est permis. Fracassons l'édifice des sciences humaines, allons-y! La sociologie, l'histoire des mentalités ne font rien d'autre que mettre en exergue des phénomènes qui s'imposent aux hommes indépendamment de leur liberté de penser. Dire qu'il y a une liberté de pensée absolue, c'est complètement nier les sciences humaines. Certes, c'est peut-être choquant de nier cette indépendance absolue de l'esprit. Mais c'est un débat presque anachronique. Cela fait maintenant plus d'un siècle que Durkheim a justifié cette négation. Vous avez peut-être lu son ouvrage extrêmement célèbre, fondateur pour la sociologie, qui traite du suicide. Il y a toujours, même pour le suicide, qui est la tentative la plus extrême et la plus absolue d'affirmer notre liberté, une incidence des phénomènes sociaux et moraux qui nous dépassent, qui dépassent notre pensée. Notre pensée n'est jamais entièrement libre, car si tel était le cas, nous pourrions penser de façon absolument nouvelle. Or, nous ne pensons jamais de façon absolument nouvelle. Au contraire, notre pensée est autant le fruit d'une fabrication que le fruit de notre libre volonté. Son élaboration dépend de nos facultés intellectuelles, de nos facultés physiques, également, peut-être surtout, de notre entourage. Pour le comprendre, nul besoin d'en arriver au concept d'habitus de Bourdieu. Totalisant mais complexe, il suffit d'ouvrir les yeux. Car ce que l'on peut dire, c'est que l'influence des normes sociales sur notre pensée est aussi inévitable qu'aisément observable.
Nombreux sont ceux qui se disent opposés à la morale bourgeoise et au carcan social de la société, qui revendiquent farouchement leur indépendance sous un portrait du Che. Mais jamais au restaurant, il ne leur viendrait à l'esprit de commander leur dessert avant le plat principal. Si nous pensons ainsi, c'est parce que l'esprit n'est jamais jeune. Il faudrait un esprit résolument jeune pour penser de façon nouvelle. Or, comme le disait Gaston Bachelard, l'esprit n'est jamais jeune, car il est vieux de l'âge de ses préjugés. L'avortement, il y a 2 générations, était rejeté par le plus grand nombre. Le vulgaire voyait là une abomination. L'avortement, aujourd'hui, est accepté par le plus grand nombre. Le vulgaire va en revendiquer le droit. Preuve que nous pensons en fonction d'autrui, de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous a dit, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu. Mais la preuve ne se trouve pas que dans les faits, ni dans la loi. La preuve se trouve également dans le langage qui a changé. On ne dit plus un avortement, mais une interruption volontaire de grossesse. Ceci afin de ménager l'amour-propre du fœtus. Notre pensée n'est jamais proprement et pleinement la nôtre. Il est donc inconséquent, pour ne pas dire davantage, de voir notre pensée comme entièrement en notre pouvoir. Elle n'est que partiellement en notre pouvoir. Machiavel est l'auteur qui nous est d'un plus grand secours ici. Il dit ainsi: ne pouvant admettre que notre libre arbitre soit réduit à rien, il imagine, qu'il peut être vrai, que la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais qu'elle laisse à peu près l'autre moitié en notre pouvoir. Occupons-nous donc maintenant de cette seconde moitié que la fortune daigne bien laisser en notre pouvoir. Notre pouvoir, certes limité, est réel. La fortune, autrement dit le hasard ou la providence divine, est comme une rivière. Selon les aléas de la vie, son flot peut grossir, enfler, déborder de son lit, ravager les plaines, les inonder, arracher les édifices, arracher les arbres, fracasser la terre elle-même. Mais quelle que soit la vigueur de l'orage, toujours les hommes reviennent et viennent installer des ouvrages d'art qui vont les préserver de la prochaine crue. Ils vont ainsi construire des digues, des retenues, des barrages, et si cela est impossible, ils vont décréter que la zone inondable en question est impropre à la construction. Le caractère limité de notre pouvoir sur les choses est lié à ce constat. Il n'est pas toujours possible de se préserver des ravages de la fortune. Mais ce n'est pas une raison pour abdiquer face à cette impuissance. Cette impuissance n'est après tout que relative et partielle. D'un côté, nous aurons un nombre extrême de difficultés à pouvoir se préserver d'une crue centennale. En revanche, nous triomphons aisément d'une crue décennale, au moyen de digues, par exemple. Il ne s'agit pas de s'enfoncer dans une profonde déférence pour les forces qui nous sont supérieures. Au contraire, ce constat de notre impuissance relative doit être le point de départ de l'exercice de notre pouvoir sur les choses et sur nous-mêmes. Il s'agit de l'accepter et même, je dirais plus, de le clamer. Oui, rien n'est entièrement en mon pouvoir, pas même ma pensée. Et alors ? Si je sais ce qui n'est pas en mon pouvoir, je suis plus avancé que si je ne le sais pas. Car au lieu d'avancer dans l'obscurité, 2 choses claires et distinctes s'offrent à moi. Je peux soit tenter de modifier cette chose afin de la faire tomber sous mon pouvoir, soit tâcher de l'éviter. Kant ne fait pas autre chose quand, dans sa critique de la raison pure, il essaye de définir un usage propre de l'entendement, et pour user proprement de l'entendement, il convient d'abord, pour Kant, de mettre en lumière les limites de notre entendement. C'est pourquoi la connaissance de certaines limites de notre pensée, et en particulier le déterminisme de nos pensées, c'est pourquoi cette connaissance est tout à fait essentielle. Ce qui est en notre pouvoir n'est pas ce que nous maîtrisons entièrement, c'est ce que nous choisissons en connaissance de cause. Par conséquent, notre pouvoir s'applique indifféremment à nos pensées et à nos actes. Dans l'Iliade, Achille en est l'exemple même. Et Achille
Ce n'est pas n'importe qui, c'est Brad Pitt quand même. Ainsi donc, ce brave Pitre, en jupon, est l'exemple de l'homme soumis au déterminisme, malgré sa force incroyable. Mais ce déterminisme n'est pas qu'une histoire, il est symbolisé dans le mythe, par son talon, d'Achille donc. Pourtant, Achille est avant tout un homme libre. Car lorsqu'il choisit d'aller combattre, quand il est sur son île, il sait ce qu'il encourt en allant à la guerre. Il sait qu'il y rencontrera deux choses, la gloire et la mort. En choisissant ainsi d'aller à la guerre en connaissance de cause, Achille fait tomber la totalité de son existence dans son pouvoir. Ainsi, pour conclure, je dirais qu'il apparaît que notre pensée n'est pas entièrement en notre pouvoir. Pas plus que nos actes. Les deux sont également soumis aux aléas de la fortune. Mais cette impuissance n'est que relative. Il ne s'agit pas d'abdiquer totalement notre pouvoir. Au contraire, il s'agit de le développer. Et pour ce faire, il faut d'abord connaître les limites de notre pouvoir, en particulier les limites de notre pouvoir sur nos pensées. Ainsi, peut-être qu'à force d'efforts, vous aussi, vous pourrez, comme moi, subjuguer la fortune. N'abandonnez pas cet espoir, car regardez-moi, j'étais simple dans ma tête, j'étais simple dans mes gestes, la société m'a rejeté, et c'est Lyon 3 qui m'a aimé. Merci. Merci Monsieur Bullinge pour cette plaidoirie. Chers amis, le moment est arrivé pour notre jury de se réunir afin de délibérer. Ils vont avoir la difficile tâche, autour de macarons et de quelques bouteilles de champagne, de choisir les deux finalistes de la 20e édition du concours de plaidoirie. Nous allons donc laisser le jury se retirer. Souhaitons-leur de bonnes délibérations et nous vous prions de rester à votre place le temps de leur sortie. Merci.